Un martini, propose le président. Juste un petit peu, répond le roi dans un impeccable français matiné d'accent british. Jeudi 21 septembre, 19h. À l'Élysée, l'instant n'est plus aux séances de travail. Le couple présidentiel accueille leur majesté pour une dernière entrevue dite « informelle ». L'occasion de quelques au revoir et d'une visite du palais. Publicité les châteaux, Charles III et Camilla en ont pourtant l'habitude. Mais aucun ne ressemble à celui-ci, où boiseries et dorures côtoient tapis contemporains et tableaux abstraits. À Buckingham ou à Balmoral, on n'a jamais osé la modernité. Le président et le roi marchent devant, la première dame et la reine suivent. Ils traversent les différents salons, celui des tapisseries, des ambassadeurs. Les deux femmes s'arrêtent un instant dans le salon des fougères, où, depuis 2017, Madame Macron a aménagé son bureau. La première dame désigne une photo sur laquelle elle pose avec le président et ses 7 petits-enfants. Ils ont presque le même âge que les miens, remarque Camilla. Dans le boudoir d'argent, Emmanuel Macron montre à ses invités un fac-similé de la lettre d'abdication de Napoléon Ier, signée le 22 juin 1815, après la défaite de Waterloo, un des derniers épisodes d'une longue rivalité entre nos deux pays. Si ce boudoir est de taille modeste, il regorge d'histoires et d'anecdotes croustillantes, que le président de la République prend plaisir à raconter. Il explique que, dans cette pièce, son lointain prédécesseur Félix Faure succomba après un orgasme fatal dans les bras de la demi-mondaine Marguerite Steinheil. Et cite en français le prêtre qui, appelé à la hâte pour les derniers sacrements, aurait alors demandé avant d'entrer: « Le président a-t-il toujours sa connaissance ? » « Non, monsieur l'abbé. » Elle est sortie par l'escalier de service, soulevant la royale hilarité. Aussi placide qu'il pourrait paraître, Charles III ne se retient jamais de rire. On sent, entre ces deux couples, au-delà d'un lien de respect, une véritable amitié. Ils partagent de nombreux goûts, à commencer par une vive passion pour la littérature. Ainsi, la veille, au moment de l'échange des présents, dans le salon des portraits, le président et son épouse ont offert à Charles III une édition originale des Racines du ciel, de Romain Gary, prix Goncourt 1956, dont le thème central est la protection de la nature. Et à Camilla, la première édition anglaise de « 100 000 milliards de poèmes » de Raymond Queneau, une édition bilingue des « Contes de ma mère Loi » de Charles Perrault, et une autre des Fables de Jean de La Fontaine. Après avoir partagé un dernier verre, du vin rouge pour la reine, et un martini, donc, pour le roi, il est temps de se quitter. Sur le perron de l'Élysée, Emmanuel Macron se permet d'embrasser Camilla, et Brigitte Macron de faire de même avec Charles III, ce dont quelques esprits grognons s'offusqueront. Mais l'époque a changé. Le corps du monarque a perdu de son caractère sacré. Dans leur Bentley Royal State Limousine, qui a aussi fait le voyage depuis le Royaume-Uni, le roi et la reine se retournent pour adresser un dernier bye-bye au couple présidentiel, qui agite les mains comme s'ils quittaient des amis. Les Macron peuvent sourire. Cette visite est une réussite. Une arrivée qui a failli tourner à l'incident, elle a pourtant failli commencer par un terrible incident. Dès l'arrivée sur le sol français, et plus exactement sur le tarmac de l'aéroport d'Orly, un coup de vent a manqué de soulever la jupe, visiblement mal lestée, de Camilla, et de dévoiler les dessous de la couronne. On en oublierait ce rose layette, au cœur des premières conversations, choisi comme un hommage à Élisabeth II qui, lors de sa dernière venue à Paris, avait porté un tailleur comparable. Le fantôme de la regrettée souveraine, disparu il y a tout juste un an, a plané sur ce voyage. Comment ne pas la revoir déambulant entre les orchidées du marché aux fleurs de l'île de la Cité, rebaptisée à son nom en 2014? Même parapluie transparent, même sourires affables pour les commerçants. Dans son discours prononcé lors du dîner à Versailles, Charles III a plus d'une fois évoqué le souvenir de sa chère maman,
conforté par le président de la République. Vous savez quelle affection le peuple français a portée à Élisabeth II, votre mère, tout au long de sa vie et de son règne. Et combien il a partagé la peine du peuple britannique dans le deuil. Dans le luxe de Versailles on l'annonçait somptueuse, la réception versaillaise a tenu ses promesses. Ce mercredi soir, la Galerie des Glaces était la plus étincelante vitrine de l'art de vivre à la française. Menu de fête, table longue de 62 mètres, fleurs par centaines et porcelaine de Sèvres. Avec un tel décor, l'ambiance aurait pu être guindée, il n'en a rien été. De l'avis général, elle était même décontractée. Pendant que le couple royal et le couple présidentiel assistaient, dans la chapelle royale, à un concert privé du jeune violoniste suédois Daniel Lozakovich, surnommé « l'archer prodige ». Les quelques 170 invités patientaient gaiement. Guillaume Gallienne, survolté, parlait de ses projets théâtraux. Hugh Grant et son épouse prenaient des selfies dans le grand escalier. Mais la rencontre au sommet, que personne n'attendait, fut celle de Mick Jagger riant aux éclats avec le président du Sénat, Gérard Larcher. Quelques minutes plus tôt, un parfum de scandale soufflait sur le tapis rouge. Emma Mackey, jeune actrice de la série Sex Education et de Barbie, était huée par les photographes, pour son chewing-gum mais surtout pour avoir refusé de poser devant eux. Charlotte Gainsbourg, dans une splendide robe noire signée Saint Laurent, affrontait seule l'impressionnante mise en scène. Son époux, Yvan Attal, retenu pour jouer une autre comédie. Au théâtre Antoine, mais la fille de Jane Birkin à qui Charles III a rendu hommage, disant qu'elle était « la plus française des Britanniques », a fait partie des 12 privilégiés à pouvoir discuter avec le couple royal. Et les autres, on a pu leur dire « bonne soirée ». Ça ne laisse pas un souvenir impérissable, souffle un déçu. Un repas 3 étoiles. Ce n'est pas le cas de la chef étoilée Anne-Sophie Pic, à qui revenait la charge de concocter l'entrée de ce dîner. Quand j'ai vu les grands yeux bleus du roi arriver vers moi, je n'ai pas oublié de faire ma petite révérence. Il a un regard très doux. Je me souviendrai toute ma vie de ce moment magique, nous confie-t-elle, alors qu'elle n'est pas encore redescendue de son nuage. Cuisiner au château de Versailles était pour elle une grande première. J'avais anticipé beaucoup de choses, mis à part l'émotion que j'aurais en arrivant dans les lieux. Le défi technique était grand. Des cuisines d'appoint avaient été installées dans la galerie de pierre haute, mais, à la dernière minute, Anne-Sophie Pic a décidé de déplacer ses assiettes dans l'appartement de la reine, pour laisser de la place à ses confrères, les chefs Yannick Aleno et Pierre Hermé. Le problème, c'est que cette pièce est très sombre. On a dû faire la dernière vérification des assiettes, avant d'envoyer, à la lumière des téléphones. Peu avant minuit, le roi et la reine se sont éclipsés, regagnant l'hôtel de Charot, rue du Faubourg Saint-Honoré, la résidence officielle de l'ambassadrice du Royaume-Uni à Paris, où ils occupaient le 2e étage durant ce séjour. Le discours au Sénat jeudi 21 septembre. Charles III s'exprime devant les parlementaires réunis au Sénat. Une première historique, puisque si, en 2004, Élisabeth II avait célébré le centenaire de l'entente cordiale avec un discours au Palais du Luxembourg, elle l'avait prononcé dans la salle des conférences et pas dans l'hémicycle. Quelques élus, qui voient là une violation de leur sanctuaire républicain, s'en offusquent, mais Gérard Larcher, lui, ne boude pas son plaisir. Il apprécie les traits d'esprit de Charles III, son élégance naturelle. Un exemple parmi d'autres, la veille, sous l'Arc de Triomphe, à l'heure de raviver la flamme du soldat inconnu, le roi arborait à sa boutonnière un bleuet de France au lieu du coquelicot, hommage traditionnel britannique aux anciens combattants. Même si la fleur venait spécialement de Grande-Bretagne. Un de ces détails dans lesquels la monarchie excelle mais que seuls les plus attentifs auront pu remarquer. Au cours de son séjour parisien, Charles III tenait plus que tout à se rendre au chevet de Notre-Dame. En 2019, il s'était ému devant les images du terrible incendie, qui lui rappelait celui de Windsor, en 1992.
jeune prince de Galles, il avait assisté dans la cathédrale, le 12 novembre 1970, à l'hommage solennel au général de Gaulle. Sur le parvis, le couple royal écoute avec attention les artisans tailleurs de pierre qui restaurent les gargouilles. On va quand même aller voir l'entrée de la cathédrale, suggère Emmanuel Macron, alors que la visite n'était prévue qu'aux abords. Dernier engagement de la journée, au Muséum national d'histoire naturelle, le roi retrouve le président de la République pour clôturer une table ronde entre chefs d'entreprise, ministres français et britanniques, sur le développement durable. On le sait, Charles III n'est pas venu faire de la politique. Il n'en a pas le droit. Mais la préservation de la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique sont des combats qui dépassent sa fonction, tant il les défend depuis toujours. Ces sujets ont d'ailleurs été au cœur de son premier entretien avec Emmanuel Macron, le 20 septembre. Dans le salon doré de l'Élysée, les deux hommes ont également évoqué, durant près d'une heure, la situation de l'Ukraine, la paix en Europe et l'Afrique. Dernier jour à Bordeaux au troisième et dernier jour de la visite royale, Charles III et Camilla s'envolent pour Bordeaux. Afin de ne pas faillir à sa réputation, la plus anglo-saxonne des villes françaises, fief d'Aliénor d'Aquitaine, qui fut successivement reine des deux côtés de la Manche, accueille leur majesté avec un crachin typiquement anglais, mais aussi une effervescence générale. Là encore, le programme se fait au pas de course, plantation d'un chêne dans les jardins de l'hôtel de ville, réception à bord d'une frégate, promenade en tramway, visite d'une forêt expérimentale. Le roi et la reine n'ont pas le temps de souffler. Au château Smith-au-Lafitte, vignoble biologique et ultime étape de ce voyage, on se prépare depuis des semaines à la venue du couple royal. À quelques minutes de leur arrivée, la propriétaire, Florence Catiard, nous confie être un peu stressée. Mais son mari, Daniel, fait preuve un flegme tout britannique, plaisante-t-elle. Et il en faut pour gérer les imprévus. Comme la théière renversée par la dame d'honneur de la reine Camilla, arrivée quelques minutes avant le roi pour se reposer. Heureusement, une théière de secours était prévue. Les Catiard avaient choisi pour la dégustation une bouteille millésimée de 2005, l'année de mariage du roi et de la reine. Il n'y a pas meilleure manière de terminer, s'enthousiasme Camilla, qui ne refuse jamais, paraît-il, un petit verre. Seule exception à la règle de la ponctualité britannique, l'arrivée avec 30 minutes de retard à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, où les attendait le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Au moment de quitter notre sol, que retiendront-ils de ces 3 jours de visite dans la tumultueuse République? C'est « Vive le roi » si souvent scandé? Une chose est sûre, Charles III aime la France autant que la France aime Charles III.